Il existe des documents que la médecine vous a cachés pendant 50 ans, des recherches qui ont été ridiculisées, des scientifiques réduits au silence, des preuves ignorées, pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles remettaient en question tout ce que la science matérialiste croit au sujet de la mort. Et ce que ces documents révèlent va complètement changer la façon dont vous voyez la fin de la vie. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré toute la technologie dont nous disposons, la médecine traite encore la mort comme un tabou, vous êtes sur le point de comprendre. Si vous avez déjà senti qu'il existait quelque chose de plus que ce que l'on nous raconte, vous avez raison. Et si vous avez perdu quelqu'un et que vous n'avez jamais reçu de réponse sur ce qui est arrivé à cette personne, préparez-vous, parce que la réponse a toujours été là. Simplement, personne n'a voulu vous la donner. En 1975, un jeune philosophe et médecin nommé Raymond Moody a publié un livre qui a ébranlé le monde de la médecine. Le titre était « La vie après la vie ». Dans ce livre, Moody a documenté 50 cas de personnes qui avaient été déclarées cliniquement mortes et qui étaient ensuite revenues. Ce qu'elles ont rapporté était troublant. Des passages lumineux, des rencontres avec des parents décédés, des revues de vie, des sensations de paix absolue. Le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, c'est devenu un phénomène culturel. Mais la réaction de la communauté médicale a été brutale. Moody a été qualifié de charlatan. Ses méthodes ont été remises en question. Ses conclusions ont été ridiculisées. Le philosophe Antoine Lemaire a accusé Moody de ne sélectionner que des cas qui confirmaient son hypothèse. Le neurologue Pierre Dubois a affirmé que les témoignages personnels n'étaient pas suffisants pour prouver l'existence d'une vie après la mort. La communauté scientifique a fermé les portes. Mais voici ce que personne ne vous dit. Les critiques jugeaient Moody avant toute tentative sérieuse d'investigation. Il n'y avait pas d'études contrôlées, il n'y avait pas d'expérience rigoureuse, il y avait simplement un rejet instinctif, un refus de ne serait-ce que considérer la possibilité. Et pourquoi? La réponse est plus troublante que vous ne l'imaginez, et implique quelque chose qui va bien au-delà du scepticisme scientifique sain, parce que la médecine occidentale opère selon un paradigme appelé matérialisme. Dans ce paradigme, la conscience n'est qu'un produit du cerveau. Lorsque le cerveau meurt, la conscience meurt, fin de l'histoire. Toute preuve qui contredit cela ne peut pas être vraie, pas parce qu'elle a été réfutée, mais parce qu'elle contredit le dogme fondamental. Le problème est que les preuves ont continué à apparaître, et continuent jusqu'à aujourd'hui. À chaque décennie depuis 1975, de nouvelles études ont été publiées, de nouveaux cas ont été documentés, de nouvelles technologies ont permis des mesures plus précises, et à chaque nouvelle preuve, la réponse de la médecine conventionnelle a été la même: silence, ou ridicule, ou indifférence calculée. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la plupart de ces études. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est le résultat de 50 ans de marginalisation systématique. Mais attendez, parce que ce que je vais vous raconter maintenant est bien plus perturbant que la résistance initiale. En 1991, une femme nommée Sophie Rivière a subi une opération qui allait changer l'histoire des recherches sur la conscience. Sophie avait un anévrisme géant à la base du cerveau, tellement grand et tellement dangereux que la seule façon de l'opérer était par le biais d'une procédure appelée hypothermie profonde avec arrêt cardiaque. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifiait que les médecins allaient, littéralement, la tuer. Ils allaient drainer tout le sang de son cerveau. Ils allaient arrêter son cœur. Ils allaient refroidir son corps à 15 degrés Celsius. Et ensuite, avec elle cliniquement morte, ils allaient opérer l'anévrisme. L'intervention a été menée par le neurochirurgien de renom Jean-Pierre Dubois, à l'Institut neurologique de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Pendant l'opération, les yeux de Sophie étaient collés avec du ruban adhésif. Ses oreilles étaient bouchées,
avec des dispositifs qui émettaient des clics de haute fréquence pour surveiller l'activité du tronc cérébral. Son EEG montrait une ligne plane. Aucune activité cérébrale. Pas de sang dans le cerveau. Aucune possibilité d'une quelconque expérience consciente. Du moins, c'est ce que la neuroscience garantissait. Mais lorsque Sophie s'est réveillée, elle a raconté quelque chose d'impossible. Elle a décrit la scie que le chirurgien a utilisée pour ouvrir son crâne, un outil qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle a décrit les conversations qui se sont déroulées dans la salle d'opération, des détails qui ont été confirmés par l'équipe médicale. Elle a rapporté avoir flotté au-dessus de son corps et avoir observé toute l'intervention. Le docteur Dubois lui-même, un neurochirurgien sceptique, a confirmé que les descriptions de Sophie étaient précises. Il a déclaré dans une interview « Si vous examiniez cette patiente cliniquement pendant 7 heures, elle serait morte selon n'importe quelle définition. Il n'y avait aucune activité cérébrale. Il n'y avait pas de sang dans le cerveau. » Alors, comment a-t-elle vu? Comment a-t-elle entendu? Comment s'en est-elle souvenue? Le cas de Sophie Rivière est devenu ce que certains chercheurs appellent l'étalon OR, pour l'épreuve de conscience hors du corps. Il a été documenté en détail. Il a été publié dans des livres et des articles. Il a été débattu lors de conférences. Il a été présenté dans des émissions de télévision comme à la BBC. Il a été discuté dans des documentaires. Il a été analysé par des neurologues, des philosophes et des théologiens. Sophie n'était pas une mystique. Elle n'était pas une religieuse fervente. Elle était une chanteuse et compositrice professionnelle de Lyon. Une femme pratique, une mère de 3 enfants, quelqu'un qui n'avait aucune raison d'inventer une histoire. Sophie a vécu jusqu'en 2010, date de son décès à l'âge de 53 ans. Pendant les 19 années entre son opération et sa mort, elle a donné des dizaines d'interviews, a répété son histoire de manière constante, n'a jamais changé les détails, n'a jamais été prise en contradiction. Et qu'a fait la médecine de ce cas? L'a ignoré, l'a minimisé. L'anesthésiologiste Gérard Wolinski a tenté d'expliquer les perceptions de Sophie comme une conscience sous anesthésie. Mais cette explication ne tient pas, parce que pendant la phase critique de l'intervention, il n'y avait aucune activité cérébrale. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné que la médecine opère selon un paradigme matérialiste? Voici la conséquence pratique. Quand une preuve contredit le paradigme, la preuve est écartée. Pas parce qu'elle a été réfutée, mais parce qu'elle est inconvéniente, et ce n'est pas un cas isolé. En 2014, le docteur Samuel Perrin, de l'Université de la Sorbonne, a publié les résultats de l'étude AWARE, la plus grande étude jamais réalisée sur la conscience pendant les arrêts cardiaques. Il y avait 2060 patients dans 15 hôpitaux de 4 pays. L'objectif était simple, placer des images cachées dans des endroits qui ne pouvaient être vus que par quelqu'un flottant au-dessus de son corps pendant une réanimation. Les résultats ont été décevants pour les matérialistes et encourageants pour les chercheurs en EMI. Bien qu'aucun des patients n'ait vu les images cachées, 9% des survivants ont rapporté des expériences compatibles avec l'EMI. Et il y a un cas particulièrement frappant. Tellement frappant qu'il a été documenté dans les moindres détails et présenté lors de conférences universitaires. Ce cas a été surnommé le cas Antoine, un patient de 57 ans qui a subi un arrêt cardiaque dans un hôpital français. Lors de sa réanimation, il a décrit avec une précision étonnante ce qui s'était passé. Il a rapporté avoir observé les procédures, d'un point situé au-dessus de son propre corps. Il a décrit une infirmière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il a décrit une machine qui émettait des sons spécifiques. Tout a été vérifié et confirmé comme exact. Et voici ce qui est troublant. Pendant 3 minutes de cet épisode, l'EEG du patient affichait une ligne plate. Aucune activité cérébrale mesurable. Selon le paradigme matérialiste, c'est impossible. La conscience aurait dû cesser, mais clairement, elle n'a pas cessé. Samuel Perrin a continué ses recherches.
En 2023, il a publié les résultats de l'étude AWARE-2. 567 patients ont été suivis pendant des arrêts cardiaques. Les résultats ont de nouveau défié tout ce que la neuroscience croyait. 40% des patients ont montré une activité cérébrale revenant après que leur cœur se soit arrêté, pas avant, après. Et cette activité comprenait des ondes gamma, delta, theta et alpha, toutes associées à des fonctions cognitives supérieures. 20% ont rapporté des expériences compatibles avec ce que Perrin appelle une expérience mémorielle de mort, et 3% ont eu des perceptions visuelles et auditives, vérifiables. Le plus choquant, cette activité cérébrale normale a été détectée jusqu'à 60 minutes après l'arrêt cardiaque. 1 heure entière d'activité cérébrale organisée, alors que le cœur ne battait pas. Perrin a conclu que le cerveau mourant pouvait supprimer les systèmes de freinage naturels qui filtrent normalement notre expérience consciente. Cela ouvre l'accès à de nouvelles dimensions de réalité, y compris la remémoration lucide de tous les souvenirs stockés depuis l'enfance jusqu'à la mort. Et ce n'est pas de la spéculation, c'est une hypothèse basée sur des données d'EEG de 567 patients, des données qui montrent une activité cérébrale organisée, à des moments où la théorie matérialiste dit qu'aucune activité ne devrait exister. Perrin lui-même a été prudent dans ses conclusions. Il n'a pas affirmé qu'il avait prouvé l'existence de la vie après la mort, mais il a dit quelque chose d'aussi révolutionnaire, que la médecine doit repenser fondamentalement sa compréhension de la relation entre le cerveau et la conscience. Mais qu'a fait la médecine conventionnelle de ces résultats? Ils ont été publiés dans une revue spécialisée. Ils n'ont pas fait les gros titres. Ils n'ont pas changé les programmes des facultés de médecine. Ils n'ont pas transformé la façon dont les médecins traitent les patients en phase terminale. Pour en revenir à ce que j'ai dit précédemment, sur le paradigme matérialiste, il y a une phrase qui résume la résistance de la médecine. Elle a été prononcée par le physicien Max Planck, prix Nobel. La science avance, enterrement après enterrement. Ce qu'il voulait dire, c'est que les nouvelles idées ne sont acceptées que lorsque la génération qui les rejette meurt. Et c'est exactement ce qui se passe avec les recherches sur la conscience et la mort. Pensez-y, en 1975, lorsque Raymond Moody a publié son livre, la neuroscience était convaincue que la conscience n'était que de l'activité cérébrale. 50 ans plus tard, des études comme AWARE-2 montrent une activité cérébrale organisée chez des patients dont le cœur s'est arrêté pendant 1 heure. Les preuves contredisent le paradigme, mais le paradigme refuse de changer. Pourquoi ? Parce qu'admettre que la conscience peut exister indépendamment du cerveau signifierait admettre que la médecine s'est trompée pendant des siècles. Cela signifierait tout repenser. Cela signifierait accepter que la mort n'est pas la fin absolue, que l'on nous a appris à croire. Et c'est effrayant. Pas parce que l'idée de la vie après la mort est effrayante, mais parce qu'admettre que nous nous sommes trompés est beaucoup plus difficile que de maintenir l'erreur. Depuis 1981, il existe une organisation appelée IANDS, l'Association internationale pour les études sur la mort imminente. Depuis lors, plus de 700 articles ont été publiés dans le Journal of Near-Death Studies. Des milliers de cas ont été documentés. Des études ont été menées dans des universités respectées comme l'Université de Virginie, l'Université de la Sorbonne, l'Université du Connecticut. Mais savez-vous ce qui est intéressant? Le Journal of Near-Death Studies n'est pas indexé dans le Web of Knowledge, la principale base de données de recherches universitaires. Cela signifie que, pour la plupart des universitaires, ces études n'existent tout simplement pas. Elles n'apparaissent pas dans les recherches. Elles ne sont pas citées. Elles ne sont pas prises en compte.
Et qui décide de ce qui est indexé et de ce qui ne l'est pas? Des comités éditoriaux, dominés par le paradigme matérialiste. Le docteur Pierre Lemaire, professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Virginie, a passé 40 ans, a étudié les expériences de mort imminente. Il a publié plus de 150 articles dans des revues universitaires. Il a cofondé l'IAND. Et que dit-il? De la résistance de la médecine. Dans une interview au podcast de Tim Ferriss en 2024, Lemaire a dit « Lorsqu'on me demande si la conscience survit après la mort, je pense que oui. Je n'ai pas de preuves conclusives, mais de tout ce que j'ai entendu, des expérimentateurs, au cours de 40 années, c'est l'explication la plus cohérente avec les données. » Cela venant d'un psychiatre, de l'une des universités les plus respectées au monde. Lemaire a également parlé de l'hostilité à laquelle il a été confronté, des collègues qui l'ont ridiculisé, des financements qui ont été refusés, des articles qui ont été rejetés sans examen adéquat. Il a décrit un environnement dans lequel étudier la conscience après la mort est considéré comme un suicide de carrière. Imaginez être un jeune chercheur, intéressé par l'étude des EMI. Vous savez que vous allez faire face au ridicule. Vous savez que vous allez avoir du mal à obtenir des financements. Vous savez que vos articles seront rejetés plus fréquemment. Vous savez que vos chances d'obtenir un poste permanent, une stabilité académique, seront réduites. Que faites-vous? La plupart choisissent un autre sujet. La plupart restent silencieux. Et ainsi, le paradigme se perpétue, non pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il punit ceux qui osent le remettre en question. Et ce n'est pas de la paranoïa. C'est un schéma documenté. La docteure Sophie Dubois, dans un article intitulé « Comment le matérialisme a restreint notre compréhension de la mort », décrit le paradigme matérialiste comme un dogme qui a des défenseurs féroces. Elle écrit que quiconque étudie ces phénomènes est souvent confronté à un ridicule sévère de la part de ses collègues, ce qui perpétue le programme et maintient d'autres scientifiques dans le placard post-matérialiste. Vous avez bien lu placard post-matérialiste, des scientifiques qui croient à la conscience au-delà du cerveau, mais qui ont peur de parler publiquement. Et voici une révélation qui va à l'encontre de tout ce que la médecine officielle enseigne. En 2017, l'Université du Texas MD Anderson Cancer Center, l'un des plus grands centres d'oncologie au monde, a accueilli la conférence annuelle de l'IANDS. En 2017, les presses universitaires du Missouri ont publié La science des expériences de mort imminente, une compilation d'articles initialement parus dans la revue médicale Missouri Medicine. La science est en train de changer, mais la résistance institutionnelle reste forte. Et voici quelque chose que peu de gens savent. En 2025, l'IANDS célébrera le 50e anniversaire de la publication de La vie après la vie. 50 ans de recherche, 50 ans de preuves, 50 ans de résistance. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons plus de 900 articles académiques publiés sur les EMI. Nous avons des études dans des universités sur 4 continents. Nous avons des données de milliers de patients. Nous avons des technologies d'imagerie cérébrale qui n'existaient pas en 1975, et pourtant, la majorité des médecins n'ont jamais entendu parler de ces études. La majorité des facultés de médecine n'enseignent rien sur la conscience après la mort. La majorité des patients en phase terminale ne reçoivent aucune information sur ce que des milliers d'expérimentateurs ont rapporté. Ce n'est pas de l'ignorance. C'est un choix institutionnel de maintenir le paradigme matérialiste à tout prix. Vous venez de découvrir ce que la médecine a caché pendant 50 ans. Pas parce que les preuves n'existaient pas, mais parce qu'elles défiaient un paradigme que la plupart des médecins ont accepté sans questionner. Pas parce que les scientifiques étaient tous malhonnêtes, mais parce que le système académique punit ceux qui remettent en question les dogmes fondamentaux.
Quand vous cliquez sur « Super Thanks », vous soutenez la diffusion de ces recherches que la médecine conventionnelle a préféré ignorer. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui recherche la vérité, pas la conformité. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un agent de changement. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie pratique? Premièrement, remettez en question l'autorité médicale absolue quand il s'agit de conscience et de mort. Les médecins sont excellents pour traiter le corps, mais quand il s'agit de ce qui arrive à la conscience après la mort du corps, la plupart ont été formés à dire « nous ne savons pas » ou « probablement rien ». Ce n'est pas de la science, c'est du dogme. Deuxièmement, recherchez les études originales. N'acceptez pas des résumés de seconde main. Lisez ce qu'Antoine Lemaire, Samuel Perrin, Raymond Moody et d'autres chercheurs ont écrit. Les données sont là, les preuves sont là. Vous avez juste besoin d'être prêt à regarder. Le livre « After » de Antoine Lemaire, publié en 2021, est un excellent point de départ. Dedans, Antoine Lemaire résume 40 ans de recherche dans un langage accessible. Un autre livre important est « Proof of Life After Life » de Raymond Moody et Paul Perry, publié en 2023. Dans ce livre, Moody présente 7 raisons de croire en la vie après la mort, y compris ses recherches sur les expériences de mort partagées. Troisièmement, si vous avez déjà eu une expérience de mort imminente, sachez que vous n'êtes pas fou. Des milliers de personnes ont rapporté des expériences similaires. Des chercheurs sérieux étudient ce phénomène. Ce que vous avez vécu peut être plus réel que tout ce que la médecine matérialiste vous dit. Beaucoup d'expérimentateurs passent des années à penser qu'ils sont fous, des années à cacher ce qu'ils ont vécu par peur du ridicule, des années à douter de leur propre santé mentale. Si c'est votre cas, sachez qu'il existe une communauté entière de personnes qui ont vécu la même chose. L'IANS a des groupes de soutien dans plus de 50 villes à travers le monde. Vous n'êtes pas seul. Quatrièmement, si vous connaissez quelqu'un qui est en train de mourir ou qui a perdu un être cher, envisagez de partager ces informations. Beaucoup de personnes meurent avec peur parce que personne ne leur a dit qu'il existe des preuves que la conscience peut survivre. Beaucoup de personnes endeuillées souffrent inutilement parce qu'elles croient qu'elles ne reverront jamais leurs aimés. Raymond Moody lui-même a dit que l'une des raisons pour lesquelles il a continué ses recherches était parce qu'il a vu la transformation que la connaissance sur les EMI causait chez les patients en phase terminale et leurs familles. La peur diminuait, la paix augmentait, les adieux devenaient moins douloureux. Imaginez si cette connaissance faisait partie de la formation de tous, les médecins. Imaginez si les patients en phase terminale recevaient des informations sur ce que des milliers d'expérimentateurs ont rapporté. Imaginez si le deuil était traité avec la compréhension que la séparation peut être temporaire. Cinquièmement, comprenez que la science est en transition. Le paradigme matérialiste est remis en question par des preuves qu'il ne peut pas expliquer. À un moment donné, peut-être dans des décennies, peut-être dans des siècles, la médecine acceptera ce que des milliers d'expérimentateurs savent déjà. La mort n'est pas la fin. Avant de terminer, je dois vous raconter quelque chose que Raymond Moody a dit dans une interview récente. Quand on lui a demandé pourquoi il a continué ses recherches malgré 50 ans de ridicule, il a répondu qu'il n'avait pas le choix. Les preuves étaient trop claires pour les ignorer. Les personnes qui passaient par des EMI étaient trop transformées pour être écartées. La vérité était trop importante pour être réduite au silence. Moody a 88 ans maintenant. Il a passé plus d'un demi-siècle à documenter ce que la médecine a préféré ignorer. Et chaque année, plus de recherches confirment ce qu'il a découvert là-bas, en 1975. La question n'est plus de savoir s'il existe une conscience après la mort. La question est de savoir pourquoi il a fallu si longtemps pour que la science prenne cela au sérieux. Et plus important encore, combien de personnes sont mortes avec une peur inutile pendant que la médecine prétendait que ces preuves n'existaient pas.
Combien de personnes endeuillées ont souffert plus qu'elles n'avaient besoin parce que personne ne leur a dit ce que des milliers d'expérimentateurs ont rapporté? Ce sont des questions désagréables, mais elles doivent être posées. Et la réponse, comme vous l'avez vu, n'a rien à voir avec des preuves. Elle a à voir avec des paradigmes, avec des carrières, avec la peur de remettre en question ce que tous acceptent comme vérité. Elle a à voir avec le fait que la médecine occidentale a été construite sur une prémisse matérialiste qui date du 19e siècle. Une prémisse qui avait du sens à l'époque, quand nous n'avions pas les outils pour étudier la conscience de manière rigoureuse, mais qui est devenue un dogme qui résiste aux preuves contraires. Elle a à voir avec le fait qu'admettre la possibilité de conscience après la mort signifierait admettre que les religions et les traditions spirituelles peuvent avoir capté quelque chose de vrai. Et pour la science matérialiste, c'est inacceptable. Pas parce que c'est impossible, mais parce que cela contredit le récit selon lequel la science a remplacé la religion comme seule source de vérité sur la réalité. Elle a à voir avec le fait que beaucoup de scientifiques confondent scepticisme sain avec refus dogmatique. Scepticisme sain signifie exiger des preuves avant d'accepter une affirmation. Le refus dogmatique, c'est rejeter les preuves, simplement parce qu'elles contredisent ce que vous croyez déjà. La médecine, en ce qui concerne les expériences de mort imminente, EMI, a souvent pratiqué cette attitude. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes différent de la plupart des gens. Vous recherchez la vérité et non la conformité. Vous questionnez, vous n'acceptez pas passivement. Vous méritez de savoir ce que la médecine a trop longtemps caché. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu une expérience que la science conventionnelle ne parvient pas à expliquer? Avez-vous déjà senti qu'il existe quelque chose au-delà de ce qu'on nous enseigne? Partagez votre histoire dans les commentaires. Chaque témoignage compte, absolument. Et si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, quelqu'un qui croit encore que la mort est la fin absolue, partagez cette vidéo. Elle pourrait être la porte vers un changement de paradigme majeur. En 2025, lorsque nous célébrerons le 50e anniversaire du livre La vie après la vie de Raymond Moody, nous aurons plus de preuves que jamais que la conscience peut exister indépendamment du cerveau. Nous disposons d'études impliquant des milliers de patients. Nous avons des données d'EEG montrant une activité cérébrale organisée pendant les arrêts cardiaques. Nous avons des cas véridiques qui défient toute explication matérialiste. Ce qui nous manque, ce ne sont pas les preuves. Ce qui nous manque, c'est le courage institutionnel de les accepter pleinement. Et peut-être, faites-vous partie de ce changement. Peut-être qu'en partageant cette vidéo, en parlant de ces recherches, en remettant en question le dogme matérialiste, vous contribuez à la révolution qui est en marche. Une révolution qui va transformer la façon dont la médecine considère la mort. Une révolution qui va soulager la souffrance de millions de personnes qui meurent avec peur. Une révolution qui va honorer 50 années de recherche courageuse d'hommes et de femmes qui ont osé questionner ce que tout le monde acceptait comme vérité. Raymond Moody a initié cette révolution. Bruce Greyson l'a continuée. Samuel Perrin l'approfondit. Des milliers de personnes ayant vécu des EMI témoignent. Et maintenant, vous avez le choix. Continuez à accepter ce que la médecine conventionnelle dit, ou chercher la vérité qui a été cachée pendant 50 ans. Le choix vous appartient entièrement. C'est maintenant à vous de faire partie de cette révolution. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous ceci, la vérité n'a pas besoin de permission pour exister. Elle a seulement besoin de personnes suffisamment courageuses pour la rechercher. Des personnes comme vous.